Jeudi 4 septembre 2018, merci de votre attention sans cesse accordée au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre tout simplement. Aujourd'hui, évidemment, nous consacrons cette émission d'une part à l'actualité brûlante. Il s'agit des deux questions qui dominent. Le décret du président de la République confirmant ainsi la nomination de l'élection, de Mohamed Lamine Bangoura à la place de Kéléfa Sall, un acte présidentiel certes, mais qui vient s'aimer une sorte de discorde, de division, au lendemain pourtant de cette union sacrée des Guinéens autour de la célébration des 60 ans de la Guinée. Au-delà, la rentrée scolaire 2018-2019 qui semble être bâclée, bafouée, voire même ratée, puisque depuis hier 3 octobre, indiqué pour la reprise des cours, aucun élève, sinon presque personne n'est sur la route des écoles. Conséquence, le mot d'ordre de grève du SLEG. Qu'en est-il depuis hier jusqu'à aujourd'hui? Ce sont des sujets qui seront débattus avec Sekou Jamal Pendessa, mais dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant, dans cette première partie, nous parlons d'écriture, nous parlons de livres, nous parlons de tribunes, mais nous parlons d'histoire aussi, puisqu'il s'agit des 60 ans de la Guinée, et ça a été l'opportunité, l'occasion pour les fils du pays, les penseurs, les uns et les autres, de tirer les leçons en leur manière, de lire les pages de notre histoire selon les angles qu'ils ont choisis. Et là-dessus, je reçois maintenant sur ce plateau M. Kémoko Touré. Il est ancien directeur général de la CBG, écrivain, puisqu'il a à son actif plusieurs livres déjà sur le domaine minier, mais aussi sur d'autres aspects de l'actualité de notre pays. Monsieur Touré, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci beaucoup, bonjour Monsieur Yallo. Et vous n'êtes pas à votre première dans cette émission. Non, merci donc d'être venu une fois encore. Merci à vous. Alors, vous avez fait cette tribune qui est trouvable chez nos confrères de du Djeli.com, oui, à l'occasion des 60 ans de la Guinée, et qui est titrée Tribune soixantenaire de Kémoko Touré, et c'est titré Je souffre. Oui. Je l'ai dit, les 60 ans d'indépendance, on a l'impression que le compteur historique de la Guinée colonisée et de la Guinée indépendante est remis à zéro aujourd'hui, oui, et chacun profite pour tirer les leçons qu'il faut. Vous avez fait cette tribune pour exprimer ce que vous avez vécu, oui, à l'époque, oui, de l'indépendance, oui, et ce qui a suivi et jusqu'à aujourd'hui, votre réflexion. Pourquoi d'abord le titre Je souffre? Le Djeli a pris un peu la conclusion de la tribune. Disons que le Djeli m'a demandé de donner mes impressions sur ce que j'ai vécu au moment de l'indépendance et après. Et c'est vrai qu'en conclusion, compte tenu de tout ce que j'ai relaté et de tous les sentiments que j'ai exprimés, j'ai dit que je souffrais. Je souffre de voir mon pays qui n'a pas beaucoup avancé par rapport à ce qu'il aurait pu faire depuis 60 ans, compte tenu des possibilités qui sont les siennes, compte tenu des richesses humaines et matérielles qui sont les siennes. Je dis que je souffre de voir aussi les Africains réduits à la mendicité et à l'indignité, comme si nous n'avions pas, nous, l'intelligence des autres. Et c'est vrai que, ayant vécu à l'extérieur, ayant pu, par le travail, par la compétence, désolé pour le manque d'humilité, mais je dis par l'expression de mes capacités, ayant vécu au plus haut niveau dans les pays difficiles, étant africain de sang, né en Afrique dans un village, donc je ne comprends pas que notre continent, surtout l'Afrique noire, ne s'affirme pas dans le monde. Et c'est quelque chose dont je souffre. Je souffre aussi de la persistance de la corruption institutionnelle. La persistance, c'est de la corruption de cette grande partie de l'élite qui retarde l'Afrique, où des projets de 10 milliards tombent dans des poches indues pour quelques milliers de dollars versés dans les poches des décideurs. Ce sont des choses qui me font souffrir. Je souffre de voir des Africains mourir dans le désert, de voir des Africains se noyer en Méditerranée. Je souffre de voir
des chefs qui croient que sans eux, l'Afrique n'existe pas. C'est faux. Je souffre de ce manque d'humilité de nos chefs qui fait beaucoup de mal aussi à la jeunesse. Parce que la jeunesse imite. La jeunesse copie sur ses parents, ensuite copie sur les dirigeants. Je souffre de comprendre qu'on croit qu'il faut être fonctionnaire, ministre, pour être considéré. Et puis on peut être considéré en étant un bon agriculteur, en étant un bon soudeur, en étant un bon chef d'entreprise, en étant un bon vendeur. Et je suis désolé, les valeurs sont partout. Donc c'est vrai que mon impuissance à pouvoir changer les choses me fait souffrir, d'autant plus que le temps passe et je ne suis plus en âge d'être au premier plan, mais je suis quand même, je me sens concerné par ce qui se passe. Et donc vous avez écrit, vous avez fait cette tribune à l'occasion des 60 ans de la Guinée pour faire votre lecture de l'histoire de notre pays en votre manière depuis votre adolescence que vous avez vécu déjà à l'époque, quelques années avant l'indépendance. Et le premier paragraphe de cette tribune qui est titré l'ethnocentrisme comme héritage. Et j'ai lu justement quelques parties de ce premier paragraphe. Le premier se situe en 1957, environ un an avant le vote historique du 28 septembre 1958, alors scolarisé à l'époque primaire de Farmoria à l'époque coloniale. Je n'avais que 9 ans. Je me trouvais en vacances à Conakry chez un cousin à ma mère, Yacouba Traoré, qui habitait avec sa famille à Madina. Les rivalités politiques étaient déjà rudes et impitoyables car chaque leader essayait de prendre ses marques dans la perspective de l'indépendance qui se dessinait depuis plusieurs années, notamment grâce au mouvement panafricaniste très actif dans le monde entier. À cette époque-là, l'ethnocentrisme était utilisé par certains partis pour dresser différentes composantes de la population les unes contre les autres. C'est à la faveur donc de cette lâcheté des élites que j'ai assisté personnellement au déchaînement de la haine collective. Des personnes étaient ciblées en fonction de leur appartenance ethnique et jetées vivantes sans ménagement dans des puits où elles étaient tuées à coups de pierre. Ces événements tragiques ont marqué ma mémoire d'enfant et n'ont jamais quitté ma vie d'adulte. C'est exact. C'est-à-dire ces événements m'ont mûri. Ces événements m'ont fait passer de l'enfance à une forme de vie d'adulte, de conscience d'adulte qui me gênait, puisque je ne regardais plus les adultes de la même façon à partir de ce moment-là. Et lorsque j'ai ensuite compris quelles étaient les origines de ces atrocités, je suis encore devenu plus méfiant envers la politique politicienne et les politiciens. Je ne dis pas que la politique est une mauvaise chose. Je dis que l'utilisation de la politique pour asservir les gens, pour se servir des gens, n'est pas une utilisation digne d'un homme politique. Bien. Voilà. Et ce qu'on peut tirer déjà de ce premier paragraphe de votre tribune, quand vous témoignez de ce que vous avez vécu à l'époque où on allait vers l'indépendance, ça veut dire que la violence politique et la manipulation des populations, des entités, on va dire ethniques, était déjà de mise à cette époque-là. Était déjà de mise, c'est exact. Et donc la deuxième partie, et donc est-ce que vous pouvez dire, en faisant une comparaison bien sûr, que à peu près c'est la même chose aujourd'hui, à notre époque? Mais sous d'autres formes, avec d'autres instruments, mais aujourd'hui il y a quand même un marquage important. Aujourd'hui, c'est encore plus grave. Des leaders politiques. Hier, oui, parce que nous avons. La manipulation. Il y a beaucoup plus de moyens de communication et beaucoup plus de facilité d'accès aux personnes et beaucoup plus d'argent aussi qui circule. Et l'analphabétisme et la pauvreté des populations facilitent aussi j'allais dire, la construction de cette ignominie de la part de certains leaders.
Et la deuxième partie, justement, qui est titrée L'indépendance dans l'insouciance. L'événement concerne la venue du général de Gaulle à Conakry le 25 août et le vote historique du 28 septembre. J'avais 10 ans à l'époque et je n'avais aucune conscience claire des enjeux. Je me trouvais en vacances chez un cousin de mon père, Mfa Soumani Touré, à Boulbinet. Les adultes commentaient abondamment le discours prononcé par le leader guinéen Sékou Touré et la réponse du général de Gaulle. J'avoue ne pas m'être particulièrement intéressé à ces discussions, préoccupé surtout par les matchs de football que nous organisions dans la rue en face du musée de Sandarvalia. La déclaration d'indépendance du 2 octobre 1958 me trouva donc à Farmoria où mon seul souci était la reprise des cours. Je commençais alors les cours élémentaires, deuxième année CE2. Pour moi, comme pour l'immense majorité des élèves du pays, rien de particulier ne changeait à notre quotidien. Pour notre part, le gros village de Farmoria, le fleuve Mélacolé, qui le traversait, et le terrain de football continuait de rester nos seuls espaces de jeu. Oui, nous étions des enfants, nos parents nous traitaient comme des enfants, et nous voulions rester des enfants. Donc nous étions heureux comme tels. Et bien nous entendions les adultes gloser sur l'indépendance, sur Sékou Touré, sur le discours, sur De Gaulle qui était en colère. Il en avait, nous disait-il, oublié son képi. Donc vous voyez, c'était un petit peu pour nous plus un amusement qu'un événement. Parce que vous ne mesuriez pas l'enjeu, vu votre âge et tout. Pas du tout, et nous n'étions pas politisés du tout. Ce que je trouve bien aussi, puisqu'il faut que chaque étape de l'existence doit être vécue à son niveau. Donc une enfance doit être insouciante, tant qu'on le peut, et c'est ce qui me fait diverger un peu en disant qu'il est important aussi cette éducation à donner à la population, pour dire qu'il faut essayer de fonder une famille et faire des enfants que l'on peut élever. Faire beaucoup d'enfants là où vous n'avez pas les moyens, ben vous fabriquez des délinquants. Et permettre aux enfants de s'épanouir. Et voilà, donc vous ne créez aucun épanouissement pour les enfants et vous créez uniquement des problèmes à la population. Bien. Donc c'est simplement une parenthèse. Mais si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, c'était un peu à l'époque la situation. Et pour moi, l'indépendance, c'était le commentaire sur le discours de Sékou Touré, la colère de De Gaulle, et puis tout le reste, ça représentait peut-être 2% de mes soucis. Absolument. Et le reste, c'était l'école, le football, les compétitions à l'école, les compétitions au terrain de football, les compétitions de plongeon à la rivière, là, à la Mélacorée, et puis les rencontres entre copains. Et donc, la troisième partie, là vous parlez de l'épisode de la grève des enseignants, événement qui s'est produit 3 ans après la déclaration d'indépendance, du 2 octobre à la rentrée scolaire de 61-62. Je venais d'intégrer le collège dans le prestigieux établissement qu'il était convenu d'appeler le lycée technique de Donka, à Conakry, auréolé de mon classement de premier de la Guinée à l'examen d'entrée en 6e appelé bourse. L'autre établissement prestigieux d'enseignement secondaire situé à proximité était courageusement appelé le lycée classique de Donka. Voilà, ces deux établissements donc, qui étaient alors les symboles de l'excellence en matière d'enseignement, et les élèves qui en sortaient n'avaient rien à envier à ceux qui étaient issus des meilleures écoles du Sénégal ou de la France métropolitaine. De là, nous tirons déjà une information, ce que vous avez été premier de la République à l'époque pour l'examen appelé la bourse. Oui. Il y avait à l'époque un classement national pour l'examen d'entrée en 6e que l'on appelait bourse. Effectivement, donc j'étais classé premier de la Guinée. De la République. Voilà, donc mes parents étaient très fiers. Donc c'est pas trop tard de vous dire encore félicitations. Merci, ça fait toujours plaisir. Non, c'était à l'époque, c'était des belles époques où véritablement les enfants de mon âge n'avaient que le souci d'être les meilleurs à l'école. D'apprendre. Et je vous garantis que ensuite, entré au collège, j'ai été pourchassé par mes collègues qui n'avaient de souci que de me détrôner, et de tuer
mon aura, ce qui est une bonne chose. Voilà, donc cet épisode aussi sera assombri par la grève des enseignants. Voilà, la grève dite grève Koumanian. Donc c'était un enseignant qui était leader syndical et qui avait déclenché une grève et qui était très suivi. Et nous avions nos grands qui étaient en seconde, première, terminale, qui dirigeaient les comités de coordination et qui nous ont dit d'entrer en grève. Et puis, bon, nous suivions, hein, j'avais 13 ans. Et vous avez suivi le mot d'ordre de vos enseignants, voilà, de vos maîtres. Et le lendemain, on savait que la grève était prévue pour le lendemain. Dans la nuit, les militaires sont venus nous ramasser pour nous emmener au camp Al-Fayer. Au camp Al-Fayer de l'époque. À l'époque, il y avait une partie du camp en construction, où une partie des élèves qui paraissaient être les plus jeunes, mais c'était surtout la taille. Parce qu'aujourd'hui, le camp Al-Fayer, c'est celui-là qui est ici en banlieue. Oui, c'est ça, c'est le camp Al-Fayer. On a terminé au camp Al-Fayer. Et donc, les petits étaient mis dans des bâtiments en construction, et les grands, entre guillemets, de taille, devaient rester au soleil. Et donc, j'en ai perdu 2/10 de la vue. Et une anecdote, j'ai un cousin germain qui va se reconnaître, et qui était avec moi dans le contingent. Et lorsque nous sommes arrivés au camp, lui, il était plus âgé que moi, hein, mais le militaire était plus petit de taille. Le militaire lui a demandé de rejoindre les bâtiments à l'abri, et moi, je devais rester au soleil. J'ai protesté du militaire, mais il est plus âgé que moi. Il a 4 ans de plus que moi. Et il a dit au militaire, non, c'est pas vrai. Parce que vous aviez plus de... Parce que j'allais rester au soleil. Parce que, en fait, il avait peur de rester au soleil. Pour vous dire que très peu de gens résistent à la souffrance. Et je comprends que ce soit difficile. Et c'est pour ça que je suis résolument contre la torture. Et c'est pour ça que aussi que les méthodes du camp Boiro me révulsent. Indépendamment des motifs pour lesquels les gens ont été dans cette prison bagne, les méthodes sont des méthodes bestiales. Et ça, c'est des choses que vous avez vécues aussi à l'époque. Absolument. Les mesures de punition, les sanctions étaient atroces. Oui, c'est-à-dire c'était démesuré. Démesuré. J'avais 13 ans, vous mettez toute la journée au soleil et vous devez regarder le soleil. Sinon, on vous tapait dessus. Vous voyez? Donc le soir, on nous a renvoyés dans nos préfectures. Donc nous avons été renvoyés à Folcaria. Et puis nous avons dû marcher les 22 km qui séparent Folcaria de Famoria à pied. Vous voyez? Et puis de retour en classe après, je crois, 1 mois. Et à l'examen, je suis passé chez l'oculiste. Hein, et on a découvert que j'avais une perte d'acuité visuelle. De 2%. Voilà. Et puisque vous parlez de la grève des enseignants à l'époque, c'était un courage de la part de ce monsieur qui a mené cette grève, mais vous voulez dire que ça a été suivi aussi? Ça a été durement réprimé. Hein. Durement réprimé. Oui. Nous avions des grands, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire des gens qui étaient meneurs de la grève au lycée, et qui ont disparu à jamais. Hein. Bien. Et donc, est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre cette grève des enseignants à l'époque et aujourd'hui? C'est pratiquement la même situation qui continue. Et en parlant d'actualité, pendant que nous sommes sur ce plateau, et c'est un sujet qui va être abordé dans la deuxième partie de cette émission, les entités syndicales dans le domaine de l'éducation continuent à gréver, justement. Est-ce que, selon vous, il faut prendre ce genre de choses à la légère ou en considération, puisque vous avez vécu ce genre de situation à votre époque? Il ne faut pas prendre à la légère. Je pense qu'on ne peut pas faire de parallèle pour les raisons suivantes. Premièrement, les époques ne sont pas les mêmes. La situation de la Guinée n'est pas la même. Nous sortions à peine de la colonisation à l'époque. La troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, le monde nous observe à tout instant. Ce que nous sommes en train de dire là, puisque je vous suis, dans quelques heures, le monde entier qui veut le voir le verra. Le verra, absolument. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire disparaître 100 personnes comme ça sans que personne n'en parle. Absolument. Donc, à l'époque, c'était possible, puisque nous étions vivis en vase clos. Donc, ça, ce sont des choses très différentes. En revanche, une grève est une grève. Et maintenant, les motifs peuvent être différents. Et c'est vrai que cette grève-là, actuelle, elle est importante.
dans la mesure où je pense qu'il y a eu une série de maladresses qui nous ont amenés là où nous sommes. Le syndicat représentatif n'a pas été considéré à sa juste valeur au moment où ça aurait pu l'être. Et ce syndicat, du coup, est devenu rebelle et peut-être même s'est radicalisé. Et peut-être qu'on n'a pas su dialoguer avec pour l'amener à comprendre et à épouser les enjeux du pays par rapport aux revendications. Mais c'est peut-être aussi, cette radicalisation est peut-être due aussi au débat permanent que nous avons sur la confiance entre les administrés et les administrateurs. C'est-à-dire qu'il y a un défaut, il y a comme une sorte d'effritement de la confiance des gens dans les institutions. Et si par exemple le gouvernement dit aux syndicats, écoutez, bien on a fait une partie, mais ce que vous demandez est retardé de tant de périodes, voici pourquoi il faut retarder, mais les syndicalistes ont du mal à croire parce qu'il n'y a pas la confiance. Il n'y a pas de confiance. Comme il n'y a pas de confiance, il devient difficile de dialoguer et de trouver un terrain d'attente. Voilà. En revenant à votre tribune soixantenaire, vous avez donc développé dans les 3 premiers paragraphes ce que vous avez vécu à l'époque de l'indépendance, jusqu'à votre scolarisation et la grève des enseignants, le régime Sékou Touré, et les atrocités que vous avez déjà vécues quand les entités politiques de l'époque se battaient, qui ont eu pour conséquence sur vous et que vous exprimez dans cet autre paragraphe. En ceci, ma méfiance envers les politiciens africains date de ces époques et depuis, j'ai constamment refusé de m'aligner derrière qui que ce soit. Mon vote ne sera désormais basé que sur un choix découlant de ma propre analyse et de ma propre évaluation des enjeux. C'est également depuis cette époque que j'ai pris la ferme résolution de créer les conditions de ma liberté personnelle. Comment? En travaillant très dur pour que ma survie et celle de ma famille ne soient jamais assujetties à l'obtention de postes politiques, mais à la seule rémunération de mes compétences. De retour au lycée, j'ai renoncé à mon statut d'interne et j'ai continué mes études jusqu'au baccalauréat complet qui s'appelait à l'époque baccalauréat deuxième partie. Le système d'enseignement commençait déjà à se dégrader en se politisant et comme j'étais bon élève, j'ai décidé avec l'accord de mes parents de quitter la Guinée, ce pays que je n'ai jamais cessé d'aimer, pour me rendre en France en passant par la Sierra Leone voisine. Nous étions au mois de juillet 1967, il y a de cela 51 ans. Hors de mon pays, j'ai globalement réalisé mes objectifs scolaires et professionnels. J'ai eu l'honneur, à la fin de ma carrière, de diriger pendant 4 ans la compagnie des bauxites de Guinée, où j'ai pu prendre la mesure du long chemin à parcourir pour instaurer ce que j'appelle le patriotisme économique de l'élite guinéenne, indispensable au développement du pays. Oui, c'est vrai, la première leçon que j'ai tirée de tous ces événements que j'ai relatés, c'était d'être libre, de créer les conditions de ma liberté. C'est-à-dire de tout faire pour que personne ne me dise « tu dois accepter cette compromission parce que j'ai besoin de cela pour manger ». Vous voyez? Donc c'est vrai, j'ai travaillé très dur. Comme beaucoup d'autres Guinéens d'ailleurs qui auraient quitté la Guinée. Je ne veux pas m'attribuer les mérites de tout. Moi j'ai travaillé très dur, mais j'ai travaillé pour moi. Et c'est vrai, j'ai fait tous les métiers, comme beaucoup de personnes à l'époque. J'étais manœuvre, plongeur, manutentionnaire, et puis après à un moment donné, je suis devenu dessinateur industriel, ingénieur, et puis bon, j'ai fait puis les études après. Que certains connaissent. Bon, voilà, et puis je suis jusqu'à devenir chef d'entreprise en France, en Europe et aux États-Unis. Donc, si vous voulez, tout cela, c'était pour construire ma liberté et bâtir ma famille et puis créer les conditions de la sécurité matérielle qui me permettent d'être à l'abri des tentations aussi. Et à l'abri
des tentations de corruption. Bien. Voilà. Donc c'est vrai, je ne suis ni corrompu ni corruptible. Et vous donnez une leçon politique en quelque sorte à travers ce paragraphe en disant je ne voterai, je ne m'alignerai derrière qui. Je n'ai de dette envers personne au point de m'aligner et d'obéir. Voilà. Votez donc je vote en fonction des programmes, de votre conscience, des programmes. En fonction de ma conscience, en fonction des programmes. C'est pour cela que je suis très sensible à la scolarisation de qualité des enfants. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, tout ce dont nous débattons, vient du fait que je suis allé à l'école, que j'ai appris à connaître le monde, que je peux analyser les situations. Sinon, moi, je suis né dans un village où il n'y avait ni eau ni électricité. Et c'est l'école qui a fait ce travail-là. C'est pour ça que la première richesse que nous avons, c'est l'instruction des enfants. C'est maintenant qu'il faut que nous en fassions notre priorité, de mettre pratiquement les 50% de tous nos budgets sur cet aspect-là, pour préparer la compétition. Parce que les autres ont déjà achevé ce travail-là. Si nous ne commençons pas, nous aurons peut-être ce qu'on appelle faussement le dividende démographique, c'est-à-dire une masse de gosses parce que nous faisons beaucoup, peut-être trop, et qui seront à la remorque des autres. Absolument. Voilà, qui vont continuer d'aller mourir. Parce que n'ayant pas le niveau de rivaliser avec les autres. Ils ne pourront pas rivaliser. Et donc, l'autre aspect justement de cette tribune, c'est ce que vous avez appelé l'autopsie de l'indépendance. La Guinée a raté le virage du développement économique, social et culturel. Je garde cependant un certain optimisme, car je crois en l'intelligence humaine et surtout des peuples. Aujourd'hui, à mon avis, après 60 ans d'indépendance, le bilan de la gestion de l'État est négatif, et ce, pour les raisons que vous avez citées. Oui, c'est vrai, parce que je dis que le bilan, il est globalement négatif. Parce que, si vous voulez que je cite peut-être les raisons que vous avez évoquées, vous avez parlé de perte des valeurs d'honnêteté, et de respect et de travail. Perte de confiance en nos propres capacités entraînant un complexe naturel, mais inconscient d'infériorité. La colonisation mentale est encore omniprésente dans les comportements. Refus de se pencher sur notre histoire et de penser les plaies du passé pour créer les fondements d'une réconciliation des cœurs. Gestion non prioritaire et erratique de l'enseignement, négligence de la culture et de l'histoire, inexistence d'une vision partagée et d'action cohérente pour un développement structuré et durable, développement anarchique du secteur agricole, développement anarchique des mines, exploitation anarchique des forêts, exploitation anarchique des ressources halieutiques, agression permanente de l'écosystème environnemental, absence d'un état de droit reconnu et respecté, absence, cynisme, arrogance et insensibilité des leaders politiques à la souffrance de la population et au désespoir d'une jeunesse mal formée et privée de travail, corruption généralisée et manque de transparence dans la gestion des deniers publics, collusion et complicité active des prédateurs assurés de leur impunité, clientélisme politique et ethnique généralisé et résignation d'une population désœuvrée et fantaisiste. Fataliste. Fataliste, pardon. C'est vrai, la population elle est fataliste. J'allais dire, heureusement pour cette population qu'elle est croyante, donc qu'elle croit que tout ce qui lui arrive c'est son destin, mais si cette population était scolarisée, si cette population était alphabétisée à 99%, je vous garantis que les hommes politiques se comporteraient autrement. Parce qu'ils seraient en face d'une masse beaucoup plus importante, avisée, qui leur dirait non, nous n'acceptons pas ces comportements-là. Il y a effectivement une certaine arrogance dans l'attitude. On discute de sujets qui n'améliorent en rien le sort des populations, mais on vit dans des conforts insolents avec l'argent qui appartient à ces populations, puisque c'est de l'argent détourné. Voyez. Et finalement, que se passe-t-il? Les gens ils disent à leurs enfants, débrouillez-vous. Et bien, les enfants ils se débrouillent.
Alors on continue de faire 6-7 enfants par femme, hein, mais en même temps on maintient la femme dans un état d'infériorité qui empêche même cet équilibre qui résulterait de l'émancipation. Donc du coup nous avons beaucoup de mots que nous n'avons pas traités et qui aujourd'hui se retournent contre nous. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi maintenant commencer à remédier à la permanence de ces mots. Bien. Et ça commence par l'école, ça commence par l'accès de tous les enfants à l'école, par une école de masse, mais de qualité, pour que nos élites de demain soient des élites compétitives, mais des élites aussi conscientes de leurs devoirs nationaux vis-à-vis de leurs compatriotes. Et dans un de mes livres, je dis que chaque responsable africain doit avoir une conscience individuelle de sa responsabilité collective. C'est-à-dire qu'il faut naturellement avoir son ambition personnelle, il faut construire sa vie personnelle, mais il faut se sentir responsable des autres. Absolument. Vous voyez? Et ça, c'est ce qui manque. C'est ce qui nous manque. Et donc, à 60 ans après, vous dites qu'on a raté le virage du développement. Et en parlant justement de développement et d'avenir, le mot qui est en vogue, c'est sans doute l'émergence. Et vous dites l'émergence au-delà d'un slogan. Oui, nous faisons de tout un slogan. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait que les Africains n'ont plus d'idées. C'est-à-dire que tous les mots que nous répétons, que nos dirigeants répètent, sont des mots que nous ont prêtés ou nous ont légués l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, enfin vous voyez quoi, hein? C'est-à-dire à un moment donné, je ne sais pas c'était quoi, je ne me souviens même plus des termes, parce que si vous voulez, je les oublie volontairement, parce que sincèrement ça ne m'intéresse pas trop, mais aujourd'hui on parle de émergence, développement durable, dividende démographique, vous voyez, des mots qu'on nous balance, et on dit en quelque sorte, on nous dit, oui c'est vrai, vous faites beaucoup d'enfants, c'est très bien, demain l'avenir est à vous, c'est un dividende, mais vous savez ce que signifie un dividende? Moi, je suis un chef d'entreprise, je suis un économiste. Ici, un dividende résulte d'un profit. Avant d'avoir le dividende, il faut avoir le profit. Absolument. Nous croyons que la démographie galopante est un dividende. Non. La démographie galopante n'est qu'un dividende que si elle est maîtrisée et si cette démographie est de qualité. Les gens à la naissance sont de qualité. Mais nous devons en faire des hommes et des femmes de qualité. Et ça, c'est par la formation. La formation. Et si les individus ne sont pas formés, je vais vous dire, au lieu d'être les émergences, on peut les oublier, et les dividendes, on va les oublier. Nous serons les derniers de la classe comme nous le sommes aujourd'hui. Malheureusement. Et c'est comme ça qu'on ferme les pages de cette tribune que vous avez faite à l'occasion des 60 ans d'indépendance de notre pays, intitulée « Je souffre ». Et les grandes parties là-dedans, c'est vraiment le fait que selon vous, on a raté le virage du développement après 60 ans, et ce que vous avez relaté ayant vécu au temps de l'indépendance. Une tribune qui est trouvable, je rappelle, sur le site jelly.com pour ceux qui voudraient bien la lire. Et je rappelle aussi qu'il a d'autres livres à son actif. Pour terminer, on va parler un peu de ce domaine des mines. Puisque vous avez travaillé dans ce domaine, vous avez été le directeur général de la CBG. Une simple et petite question. Quand vous constatez l'évolution des activités minières aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nos mines ont bonne mine? Mais, sincèrement, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je suis un citoyen qui s'intéresse à son pays. Donc j'observe que nous avons aujourd'hui beaucoup de sociétés d'exploitation minière. Moi, a priori, en tant que tel, ça ne me choque pas, à condition que ce soit bien structuré, qu'on ait pris en compte la vie des personnes, pour que les sociétés s'intègrent à la vie des populations. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je souffre d'un problème de transparence de ces mines, je l'ai déjà dit par ailleurs, c'est-à-dire que si on veut que les populations adhèrent à ce développement, il est important de leur expliquer dans quelles conditions ces mines s'installent, de leur expliquer dans quelles conditions l'installation de ces mines leur est utile,
et en termes de ce qu'on appelle globalement le contenu local, c'est-à-dire par exemple le nombre d'employés guinéens dans les structures, la valeur ajoutée guinéenne dans ces structures minières, ou qu'on appelle aussi la taxe sur le développement local, c'est le montant qui est versé pour le développement local par ces sociétés minières sur leur chiffre d'affaires qui est de 0,5%. C'est quel est ce montant, qui le gère, que veut-on faire avec? Quand les gens vivent dans une transparence et de la connaissance des choses, ils ont moins de problèmes à comprendre ce qu'on leur dit. Et aussi, il s'agit de développer quelle est la stratégie de la présence de cette multitude de sociétés. Quelle est la stratégie? En parlant de multitude de sociétés, quand vous avez cité les raisons qui nous ont fait rater les 60 ans de développement économique, vous avez parlé de développement anarchique des mines. Oui, c'est ça, parce que cette impression, on dit, ah ben quand il y a, je sais pas, 15, 20 sociétés, vous voyez, à quoi ça sert? Et les gens disent ça. Et ça, c'est pas bon pour l'image de l'État. On doit expliquer quelle est notre vision dans cette perspective. Est-ce que dans un premier temps, nous mettons les sociétés qui exportent la bauxite pour en tirer le maximum d'argent pendant 10 ans, le temps de développer notre agriculture à tel niveau, le temps de poser les bases d'une industrialisation de ces régions minières et des autres à tel autre niveau, ça veut dire, j'allais dire, contribuer à fabriquer des industriels du bâtiment, des industriels de l'électricité, de l'électronique, de la chimie, de la physique, vous comprenez? C'est de l'industrialisation du pays, des industriels de l'agriculture, voyez? Et puis, dans un deuxième temps, créer les conditions de la richesse par une participation significative au capital de chacune de ces sociétés. Donc, ça signifie donc, pour avoir des revenus plus importants, quand ces sociétés-là passeront dans la phase de transformation de la bauxite en alumine, de l'alumine à l'aluminium. Et dans ce cas-là, nous disposerions de revenus 7 à 10 fois plus importants que ceux que nous percevons aujourd'hui pour la bauxite, et cela nous permettrait de financer nos efforts d'investissement. Et ça nous permet d'expliquer quelle est la stratégie, quel est j'allais dire, le plan de ce développement industriel, et éviter de trop emprunter aujourd'hui, bien gérer ce que nous avons, et à l'horizon 5-10 ans, commencer à financer nous-mêmes, peut-être en partenariat, avec des sociétés privées, et construire par exemple de meilleures routes, même des autoroutes payantes. Pourquoi pas? Que nous pouvons entretenir. Aujourd'hui, nous avons des routes gratuites, mais qui sont en mauvais état. Absolument. Et pour lesquelles nous ne payons rien. Je vais vous donner un exemple actuel. Vous avez les 4 ponts, entre ici et Bokié. Vous avez aujourd'hui X sociétés minières de l'autre côté. Il y a aujourd'hui des gros camions qui passent tout le temps sur ces 4 ponts que nous sommes toujours en train de réparer. Absolument. Eh bien, pourquoi ne prendrions-nous pas des mesures pour véritablement construire sur ces 4 ponts un ouvrage d'art de qualité, sur 4 ponts ou ailleurs, un ouvrage d'art de qualité, entre guillemets définitif, payant. Justement. Payant. Et pour ces parce que sociétés tout le minières, monde comprendrait. Tout le monde comprendrait. Ça ne choquerait personne de payer 1000 francs ou 2000 francs pour passer là. Pour avoir ce passage stratégique sur le concours. Et bien c'est ça aussi une politique de rentabilisation des emprunts que nous faisons pour investir. Mais quand vous investissez et vous n'avez pas de retour sur investissement, eh bien je vous garantis une chose, vous laissez de la dette pour vos enfants et vos petits-enfants qui devront travailler pour rembourser cette dette et en même temps créer de la richesse pour vivre. Eh bien, je leur souhaite bien du plaisir. Et parce que ça sera très très difficile, voilà. Peut-être même impossible. En tout cas, M. Touré, merci d'être venu une fois encore aujourd'hui partager cette tribune avec nous. Merci, c'est à très bientôt. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouvera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission pour 10 minutes chrono avec Pendessa Sekou pour parler des 2 sujets qui font couler beaucoup de salive, d'actualité bien entendu, juste après la pause thé.
Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat pour 10 minutes chrono, de décryptage des sujets d'actualité brûlants. Évidemment, Sekou Jamal Pendessa avec moi sur ce plateau. Pendessa, bienvenue. Merci. D'abord, on parle de la Cour constitutionnelle, une nouvelle phase de la crise. On ne sait pas si ce sera la phase finale, mais Alpha Condé qui a décidé de confirmer Mohamed Lamine Bangoura comme président de l'institution à la place de Khalifa Sall. Est-ce que on peut dire qu'Alpha Condé vient de dévoiler son agenda caché? Nous, on est toujours en avance. Depuis plus de 2 ans maintenant, ce qu'on disait, ça se confirme au fur et à mesure. Et Alpha Condé est venu confirmer effectivement hier que c'était lui derrière les agissements des frondeurs. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il faut bien suivre le décret, c'est-à-dire on vient d'abord confirmer Mohamed Lamine Bangoura en tant que vice-président. Dans un premier temps, on accélère le même jour, le même plateau. Cette fois-ci, on le confirme en tant que président. Puisque c'est que les gens, beaucoup ne savaient pas, depuis son élection, je crois en 2016, comme vice-président de la Cour constitutionnelle, le décret a été transmis à la présidence par Khalifa Sall et jusqu'à hier, ce décret n'avait pas été entériné. Donc, juridiquement parlant, il n'était pas le réel vice-président de la Cour constitutionnelle. Et pendant ce temps, il a été élu président. Donc, d'illégalité en illégalité, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, sachant qu'on ne pouvait pas venir le confirmer comme président, sachant qu'il y a un acte antérieur qui n'avait pas bénéficié de l'aval du président de la République, on commence par ça d'abord. Jusqu'à quel niveau le manque de sérieux est en train de ronger la gouvernance. Étant donné que le même président de la République n'a pas pris préalablement un acte constatant la destitution de Khalifa Sall. Il vient prendre un autre acte pour confirmer l'élection du remplaçant de celui qui a été destitué. Exactement. Là aussi, on parle vraiment de vice de forme et même de fond. À la fin, c'était quand même un président, professeur de droit. Professeur de droit, et c'est malheureux que ce soit lui-même, puisque si c'était un président qui a fait d'autres branches, on dit bon, il ne maîtrise pas tout, peut-être ce sont ses conseillers qui l'ont trompé. Mais ici, lui ne peut pas bénéficier de ces circonstances atténuantes, puisque même si tu as des mauvais conseillers juridiques, on suppose que tu es professeur en droit, on ne peut pas te tromper. Peut-être sur des questions économiques, on peut te tromper. Mais dans ta spécialité, en tant que professeur de droit, on ne peut pas te tromper. Donc c'est simplement le vouloir d'aller dans le sens de violer le texte de loi, continuer à nous enfoncer. Et en parlant d'agenda caché, on peut dire là qu'on voit clair son ambition vers ce fameux troisième mandat, peut-être illusoire troisième mandat selon certains. Exactement, mais qu'il essaie de dépasser ce cap d'abord, puisque les acteurs sociopolitiques du pays n'ont pas encore dit le dernier mot. D'ailleurs, ils se mobilisent contre ce décret. On ne sait pas même si, pour le moment, il faut rappeler que Alpha a réussi à les neutraliser dans la plupart des cas. On connaît beaucoup de dossiers dans lesquels il a réussi à faire passer ce qu'il voulait, puisque souvent ils ne sont pas constants, ils ne sont pas unis, et il manque d'intelligence en termes de stratégie à mettre en œuvre pour lutter. Et tout ceci aide Alpha Condé pour continuer à imposer son dictat. Donc sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut dire qu'il faut s'attendre à des lendemains surchauffés, mouvementés, sur le terrain politique tout comme sur le terrain social? Même si on ne sait pas à quoi ça pourra aboutir réellement, est-ce que ça fera reculer Alpha Condé? Mais il y aura quand même des contestations, on ne sait pas jusqu'à voire même de l'instabilité. Exactement. Et à ceci s'ajoute
cette crise au niveau de l'éducation, dont on va à présent parler, justement crise au niveau de l'école guinéenne, la rentrée scolaire 2018-2019 qui semble être ratée. On a déjà perdu 2 jours dans le programme. Hier et aujourd'hui, on n'a pas vu d'élèves sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire qu'une fois encore, on sent la capacité de démobilisation du SLEG? Mais c'est seulement le gouvernement qui se fait des illusions. Tous les observateurs aguerris du pays savent, depuis 2017 ou fin 2017 maintenant, on sait que au niveau de l'éducation, c'est le SLEG qui a son mot à dire. Bien. Vous comprenez? Donc, le débat ne se pose pas, les gens là sont bien écoutés. Je vous disais l'autre fois à la radio, à quelques heures ou à quelques jours de la reprise des cours, moi, il y a des gens qui me contactaient, d'autres par téléphone, d'autres en privé sur les réseaux sociaux, pour me demander qu'est-ce que Aboubakar Soumadi Sleg a dit par rapport à la rentrée. J'ai dit, mais c'est lui que vous devez écouter, ou le ministre de l'Éducation, ou le Premier ministre. On dit, au niveau de l'école quand même si le gouvernement dit ceci, nous on l'écoute d'abord. Bien. Vous comprenez? Et c'est ce qui est clair. Hier, vous avez dû suivre les journaux, en tout cas nous avons fait un focus sur cette rentrée. Mais il n'y avait pas de cours un peu partout. Vous prenez un exemple sur le plus grand lycée de la capitale, le lycée Léopold Sédar Senghor, ex-lycée Imbaya. Il n'y avait qu'un seul élève. Un seul élève. Un seul élève. Ah, c'est dommage. Lycée Matam, il n'y a même pas d'élèves. Un peu partout. Bien. Vous comprenez? Et l'argument du gouvernement, c'est parce qu'on est en train de refaire les écoles, les reconstruire, ainsi de suite. Mais ça c'est... C'est une insulte. Bon, une insulte, mais c'est le plafond de la bassesse de l'esprit de nos dirigeants. Ils ne savaient pas qu'il y avait des rénovations dans les écoles, et puis ils disent l'ouverture c'est le 3. Quand j'ai vu ces éléments hier, Ansouba Balde a fait ce constat. On trouve des écoles en chantier le jour de la rentrée scolaire. Mais c'est ridicule ça. Alors Sangaré, on va dire que Sangaré est plus grave que Kaokare. Bon, peut-être pas Sangaré lui-même. Tu sais, on a toujours fait ce mauvais procès quelque part. C'est que c'est la tête. Alpha Condé l'avait dit, le poisson commence à pourrir par la tête. Et aujourd'hui, c'est la tête qui est pourrie. C'est ça la vérité. Bien, dommage. Donc, quel qu'en soit le ministre que vous allez amener, vous comprenez, surtout que Sangaré aussi ne me semble pas avoir beaucoup d'expérience pour gérer ce département. Bien. Vous comprenez? Donc, et s'il n'y a pas une bonne tête qui puisse tout coordonner, il y aura problème. Vous amenez n'importe qui, c'est les mêmes problèmes qui vont revenir. Voilà. Merci Pendessa et à demain. Merci beaucoup. Oui. Voilà, ainsi va la République renversée, des crises politiques, des crises sociales, économiques, un peu partout. À demain pour un autre numéro, en tout cas, de cette émission Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.